Une vieille dame a multiplié 5 pains simples et a nourri 100 personnes pendant la sécheresse la plus terrible du sud de la France. Le monde a basculé. Les sceptiques crient au trucage. Les dévots implorent le miracle. L'Eka, guérisseuse de la vallée, cache un secret ancestral qui changera tout ce que vous croyez savoir sur la foi et la survie. Une histoire extraordinaire de sagesse qui défie la science moderne et ravive les espoirs perdus. Préparez-vous à remettre en question les limites de votre réalité. Abonnez-vous, laissez votre like et dites « Croyez-vous au miracle ?» Le ciel de ce matin de juin se dévoilait en ton orangé à l'horizon du petit village des Chandelles, tandis que le coq annonçait le lever d'un nouveau jour. Mère Granzélie, la guérisseuse de la vallée, était déjà debout depuis les premières lueurs de l'aube. Ses mains ridées et tremblantes, marquées par le passage implacable du temps, se mouvaient avec une sagesse silencieuse sur la pâte à pain qu'elle préparait. Elle était connue de tous comme un symbole vivant de résistance, une femme de 78 ans qui portait sur son dos courbé le poids de décennies d'histoire, de secrets et de douleurs. Cette année-là, le village des Chandelles affrontait la pire sécheresse des 50 dernières années. Le soleil frappait impitoyablement la terre desséchée, la transformant en une mosaïque de fissures profondes, comme des blessures ouvertes au cœur de la campagne aride. Les citernes étaient presque vides, les troupeaux dépérissaient et les visages des habitants portaient les marques de la faim et du désespoir. C'était comme si le ciel lui-même avait oublié le chemin jusqu'à ce coin de France. Même au milieu de la pénurie, Mère Granzélie maintenait vivante la tradition de la fête de la Saint-Jean. Pour elle, c'était plus qu'une célébration, c'était un acte de résistance, une manière de rappeler à tous que même dans les temps les plus sombres, la flamme de la foi et de l'union ne pouvait s'éteindre. Tant qu'il y aura des mains jointes pour prier, il y aura une raison de célébrer, disait-elle avec sa voix douce et profonde comme le lit d'une vieille rivière. Ce matin spécial, elle ne préparait que 5 pains. C'était tout ce que ses maigres ressources permettaient. Farine rationnée au rare, une poignée de graines qu'elle gardait précieusement, héritage de sa grand-mère, qui à son tour les avait reçues de sa mère, dans une lignée féminine qui se perdait dans la mémoire du temps. Tandis que ses mains travaillaient la pâte, ses lèvres murmuraient des paroles anciennes, un mélange de prières catholiques, de chants traditionnels locaux et d'incantations d'origine africaine qui révélaient le syncrétisme religieux si caractéristique de cette région. « Soyez le bienvenu, mon fils », dit-elle sans même se retourner, en sentant la présence de Jean Dubois sur le seuil de sa porte. Jean, un pêcheur de 50 ans, essuya la sueur de son front avec le dos de sa main calleuse avant de répondre. « Vous allez encore faire la fête, Mère Granzélie, avec cette sécheresse qui nous accable, avec tant de gens dans le besoin. » La vieille dame soupira profondément, ses yeux perdus dans un point lointain, comme s'il pouvait voir au-delà de l'horizon desséché. « C'est justement dans les temps les plus sombres que nous devons allumer le plus de bougies, mon fils. La fête n'est pas pour célébrer l'abondance, elle est pour rappeler qu'ensemble, nous sommes plus forts que n'importe quelle sécheresse. » Jean hocha la tête, entre scepticisme et admiration. Mère Granzélie avait toujours été ainsi, une énigme pour beaucoup, une lumière pour tant d'autres. Depuis que son fils unique Antoine était parti pour la grande ville à la recherche d'opportunités que la campagne sèche ne pouvait offrir, elle vivait seule dans cette petite maison de terre. Les murs, usés par le temps, étaient décorés d'une mosaïque de saints catholiques, qui partageaient harmonieusement l'espace avec des symboles de religion d'origine africaine. Saint-Georges, à côté d'Ogou, Notre-Dame de la Conception. Auprès d'Iemaya, vous n'avez que 5 pains, Mère Granzélie, même pas pour la moitié des invités. Un sourire serein illumina le visage marqué de rides profondes, comme des rivières asséchées sur la carte de son existence. 5 pains, c'est ce que j'ai à offrir. Mais le miracle n'est pas dans la quantité, Jean. Il est dans le partage. Allez maintenant, et répandez la nouvelle. Ce soir, autour du feu, tout le monde aura de quoi manger. Jean partit, toujours dubitatif, mais emportant avec lui une étincelle de cette foi inébranlable, qui maintenait Mère Granzélie debout, même lorsque tout autour d'elle semblait s'effondrer. L'après-midi avança lentement, s'étirant sous le soleil implacable. Dans la petite cuisine au sol battu, les 5 pains reposaient sur un tissu de coton blanc, recouvert d'un autre tissu brodé de symboles anciens.
De temps en temps, la vieille dame les vérifiait, murmurant des paroles qui se perdaient dans l'air chaud, comme des secrets partagés avec le vent. Alors que le soleil commençait sa descente à l'horizon, peignant le ciel de tons rougeâtres, les premiers visiteurs arrivaient pour la célébration. C'étaient des visages marqués par la vie dure, des mains calleuses par le travail de la terre ingrate, des yeux qui portaient l'éclat de l'espoir mêlé à l'ombre de l'incertitude. Beaucoup apportaient le peu qu'ils pouvaient partager, quelques branchages pour le feu, une poignée de café, des herbes pour le thé, une bouteille d'eau de vie artisanale. La pénurie transformait chaque petite contribution en un acte extraordinaire de générosité. Mère Grand. Zélie reçut chacun avec la dignité de celle qui offre un banquet royal. Au centre du terrain, le feu fut allumé, ses flammes dansant contre le ciel qui s'obscurcissait maintenant, apportant avec lui le manteau étoilé qui recouvrait la campagne comme un plafond de diamants. La chaleur du feu contrastait avec la fraîcheur de la nuit qui approchait, tout comme la célébration contrastait avec la réalité aride qui les entourait. Bientôt, plus de 100 personnes s'étaient réunies, formant un cercle autour du feu, crépitant. Des enfants couraient, des personnes âgées racontaient des histoires de temps meilleurs, des jeunes échangeaient des regards timides, sous la lumière vacillante des flammes. Pendant quelques heures, la faim et la soif semblèrent être oubliées, remplacées par la communion et l'espoir qui naissaient de cette rencontre. Quand le moment arriva, Mère Grand Zélie se dirigea vers sa petite cuisine et apporta les 5 pains, toujours recouverts du tissu brodé. Elle les posa sur une table improvisée, près du feu, et d'un geste solennel, retira le tissu. Un murmure de surprise parcourut la foule. Les pains, qui avaient été façonnés comme de simples miches allongées, présentaient maintenant des formes distinctes, chacun représentant un élément de la nature, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'esprit. La croûte dorée brillait sous la lumière du feu, et un arôme rappelant les herbes des champs, le miel sauvage et quelque chose d'indéfinissable emplit l'air, faisant fermer les yeux à beaucoup, transportés momentanément vers des temps d'abondance. Frères et sœurs, la voix de Mère Grand Zélie s'éleva, claire et ferme, étonnamment forte pour quelqu'un de son âge et de sa complexion fragile. La Saint-Jean nous enseigne que la vraie richesse n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous partageons. Ces 5 pains représentent le peu que nous avons, mais qui se multiplie lorsqu'il est divisé avec amour. D'un geste délibéré, elle partagea le premier pain, celui qui représentait la terre. Au lieu de se défaire ou de diminuer, chaque morceau partagé semblait conserver sa taille originale, comme si la matière refusait d'obéir aux lois de la physique. Un soupir collectif d'admiration et d'étonnement parcourut la foule. Certains se signèrent, d'autres murmurèrent des paroles d'émerveillement. Beaucoup observaient, simplement, incapables de comprendre ce qu'ils étaient en train de voir. Mère Grand, Zélie continua imperturbable, comme si cela n'était qu'une partie naturelle du rituel. Elle partagea le 2e pain, puis le 3e, le 4e, et finalement, le 5e. Chaque fragment était placé dans des paniers d'osier tressés qui circulaient parmi les personnes présentes. Et à chaque main qui se servait, il y en avait toujours plus pour la suivante. « Impossible », murmura le père Joachim, qui observait tout avec des yeux grands ouverts derrière ses lunettes à monture métallique. « C'est comme la multiplication des pains et des poissons. C'est de la sorcellerie », souffla tante Clotilde, une dame de 70 ans connue pour sa langue acérée et sa méfiance naturelle. « C'est de l'amour », répondit simplement Marie du Rosaire, serrant contre sa poitrine le morceau de pain qu'elle venait de recevoir, comme s'il s'agissait d'un trésor précieux. Pendant ce temps, Mère Grand Zélie restait silencieuse, observant avec un sourire serein la scène qui se déroulait. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un éclat ancien, une sagesse qui transcendait la compréhension commune. Lorsque la dernière personne présente fut servie, elle s'assit enfin sur son tabouret de bois, épuisée mais satisfaite, comme si elle avait accompli une mission sacrée. Personne ne comprit exactement ce qui s'était passé cette nuit-là. Certains parlèrent de miracles, d'autres de tours d'adresse. Beaucoup préférèrent ne pas questionner, acceptant l'inexplicable comme partie du mystère de la vie. Le fait indéniable était que plus de 100 personnes avaient été nourries, avec ce qui avait commencé comme seulement 5 pains simples, et tous se sentirent inexplicablement rassasiés, non seulement dans leur corps, mais aussi dans leur âme.
La nouvelle de ce qui s'était passé se répandit rapidement, comme une traînée de poudre. Dès le lendemain matin, avant même le chant du coq, une petite foule se rassembla devant la maison de terre de Mère Grand-Zélie. C'étaient des gens des villages voisins, certains ayant marché toute la nuit pour témoigner de leurs propres yeux de la sainte, qui multipliait les pains. « Je ne suis ni sainte, ni sorcière », disait-elle patiemment à chaque nouveau visiteur qui s'agenouillait devant elle, en quête de bénédiction ou de guérison miraculeuse. « Je suis seulement une vieille femme qui connaît les secrets de la terre et du ciel, comme tant d'autres avant moi. » Mais ces paroles tombaient dans l'oreille d'un sourd. Dans une région où la faim était une compagne constante et l'espoir un luxe rare, la possibilité d'un miracle était un réconfort trop puissant pour être écarté par la raison. En 1900, l'espace d'une semaine, la petite propriété de la guérisseuse devint un lieu de pèlerinage. Des personnes malades, désespérées et affamées arrivèrent de partout en quête de guérison et de nourriture. Elles amenaient des enfants dénutris, des personnes âgées affaiblies, des corps marqués par la dureté de la vie à la campagne. Et Mère Grand-Zélie, incapable de refuser de l'aide à qui que ce soit, offrait ce qu'elle pouvait, des herbes médicinales pour les malades, des paroles de réconfort pour les désespérés, des conseils sur la façon de trouver de l'eau, même dans les endroits les plus arides. Comment identifier les plantes comestibles qui résistaient à la sécheresse? Comment préparer des aliments qui nourrissaient mieux et duraient plus longtemps? « Je ne fais pas de miracle », insistait-elle, tandis qu'elle enseignait à une jeune mère comment préparer une bouillie nutritive avec le peu qu'elle avait à disposition. « Je ne fais que préserver des connaissances qui se perdent, la sagesse de nombreuses générations, qui nous ont précédés et ont appris à survivre sur cette terre difficile, mais généreuse. » Cependant, plus elle niait posséder des pouvoirs spéciaux, plus sa renommée grandissait. Les histoires sur la multiplication des pains gagnaient de nouveaux détails à chaque récit, devenant de plus en plus fantastiques. On disait qu'elle parlait aux oiseaux, qu'elle pouvait faire jaillir de l'eau des pierres, que ses mains guérissaient par le simple toucher, que son regard pouvait éloigner la mort. Il était inévitable qu'un tel brouhaha parvienne aux oreilles des autorités locales. À la fin du premier mois, après le miracle, une délégation officielle apparut dans l'humble demeure de Mère Grand-Zélie. Elle était dirigée par le maire Euclide Danton, un homme corpulent d'une 50aine d'années, connu pour son pragmatisme et son ambition politique. « Mère Grand-Zélie » s'exclama-t-il avec effusion, les bras ouverts dans un geste théâtral d'affection, tandis que les caméras d'une chaîne régionale filmaient la rencontre. « La bienfaitrice de notre région, c'est un honneur de vous rencontrer enfin personnellement. » La vieille dame, qui à ce moment-là préparait une infusion d'herbe pour un enfant fébrile, se contenta d'acquiescer de la tête, un sourire poli mais distant sur ses lèvres fines. « Vous me connaissez depuis que vous êtes enfant, monsieur le maire. Ce sont mes mains qui ont fait l'accouchement qui vous a mis au monde, lorsque votre mère pensait qu'elle ne survivrait pas à cette nuit d'orage. » Les paroles, prononcées sans aucune intention de gêne, juste comme la constatation d'un fait, firent vaciller un instant le sourire de l'homme politique. Les caméras capturèrent ce moment de malaise, pour le plus grand plaisir des spectateurs les plus attentifs qui regardèrent le reportage par la suite. « Bien sûr, se reprit-il rapidement. Et c'est justement parce que je connais votre valeur que je suis ici aujourd'hui. Ce qui s'est passé à la fête de la Saint-Jean était extraordinaire, Mère Grand-Zélie. Un véritable miracle qui ne peut pas rester limité à ce village oublié. Nous avons pensé à transformer votre maison en un sanctuaire, un lieu de pèlerinage officiel, avec une infrastructure adéquate pour recevoir des visiteurs de tout le pays. » Les yeux de la vieille guérisseuse se plissèrent légèrement, comme ceux d'un chat qui sent le danger. « Ma maison n'est pas un sanctuaire, Euclide. C'est seulement la maison d'une vieille femme qui a encore beaucoup de travail à faire avant de quitter ce monde. Mais pensez aux possibilités, Mère Grand. »« Zélie !» insista le maire, ignorant le refus poli. « Tourisme religieux, développement pour la région, emploi pour nos jeunes qui n'auraient plus besoin de migrer vers les grandes villes, comme cela est arrivé à comme cela est arrivé à votre Antoine. » La mention du nom du fils absent fut comme un coup de poignard dans le cœur déjà fragilisé de la vieille dame. Cela faisait presque 10 ans qu'Antoine était parti, promettant de revenir bientôt, d'envoyer des nouvelles, de venir chercher sa mère lorsqu'il serait installé. Les premières années, quelques lettres sporadiques arrivèrent, apportant des promesses renouvelées et des rêves différés. Puis,
Le silence. Un silence assourdissant qui résonnait dans les nuits solitaires à l'intérieur de cette maison de terre, où chaque coin gardait des souvenirs de l'époque où il était encore un enfant, au sourire facile et aux yeux curieux. Mon fils trouvera son propre chemin de retour, si c'est la volonté des cieux, répondit-elle avec dignité, refusant d'être manipulée par la mention de ce nom aimé. Quant à votre proposition, je vous remercie de votre intention, mais je dois refuser. Ce qui s'est passé ici n'était pas un spectacle à exploiter. C'était un moment de communion, de partage. Le maire insista encore pendant un certain temps, alternant entre des éloges exagérés et des arguments sur le bien commun qu'une telle entreprise apporterait à tous. Mais Mère Granzelli resta inflexible, avec l'obstination tranquille que seuls les très vieux ou les très sages parviennent à maintenir. Finalement, visiblement contrarié mais gardant le sourire pour les caméras, Euclide prit congé, promettant de revenir pour continuer la conversation. « Il reviendra », commenta Marie du Rosaire, qui avait assisté à tout en silence depuis un coin de la pièce. « Et ce ne sera pas avec des paroles douces la prochaine fois. » Mère Granzelli acquiesça, un soupir las s'échappant de ses lèvres. « Il en a toujours été ainsi, ma fille. Le pouvoir n'accepte pas facilement un « non » comme réponse, surtout quand il y a de l'argent et du prestige en jeu. Cet après-midi-là, tandis que le soleil frappait toujours impitoyablement la terre desséchée, une silhouette inconnue apparut à l'horizon. C'était une jeune femme, peut-être d'une trentaine d'années, portant un grand sac à dos et se protégeant du soleil avec un chapeau de paille à large bord. Elle marchait d'un pas décidé, consultant occasionnellement un petit appareil, dans sa main, un GPS qui la guidait à travers ces lieux où les routes étaient plus des suggestions que des réalités concrètes. En arrivant à la maison de la guérisseuse, elle trouva le groupe habituel de personnes attendant d'être reçues. Sans bruit, elle prit sa place dans la file, observant avec des yeux attentifs et analytiques tout ce qui se passait autour d'elle. Quand son tour arriva enfin d'entrer dans la petite pièce où Mère Granzelli recevait, elle se présenta formellement. « Je suis Louise Dubois, agronome envoyée par le Programme national de développement durable pour les régions arides. Je suis ici pour mettre en œuvre des techniques d'agriculture adaptées à la sécheresse, et j'ai beaucoup entendu parler de vous dans les communautés voisines. » Mère Granzelli étudia la jeune femme avec des yeux perspicaces qui semblaient voir au-delà de la surface. Il y avait quelque chose de familier dans ce visage, peut-être la détermination dans le regard, peut-être la façon dont elle fronçait légèrement les sourcils lorsqu'elle parlait, un geste qui rappelait son propre fils. « Soyez la bienvenue, Louise. Qu'est-ce qu'une jeune femme éduquée en ville espère apprendre d'une vieille guérisseuse de la campagne ?» La question, posée sans ironie ni hostilité, juste avec une curiosité sincère, prit Louise au dépourvu. Elle s'était préparée au scepticisme, à la méfiance, peut-être même au rejet, pas à cet accueil direct et honnête. « En fait, Mère Granzelli, je suis venue parce que je crois que vous possédez des connaissances traditionnelles précieuses sur la germination accélérée et le stockage des aliments. Des connaissances qui pourraient compléter les techniques scientifiques que j'apporte avec moi. » Un sourire énigmatique dansa sur les lèvres de la vieille dame. Les universités ont finalement découvert que les vieux paysans ont quelque chose à enseigner, c'est ça? Il aura fallu du temps, mais le jour est arrivé. Louise rougit légèrement, reconnaissant la critique subtile. La science moderne est finalement en train de réapprendre à valoriser le savoir traditionnel. Oui, malheureusement, souvent seulement après avoir failli le perdre complètement. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est passé ici? À la fête de la Saint-Jean, vous êtes venu enquêter aussi sur le miracle des pains? La jeune agronome hésita un instant, choisissant soigneusement ses mots. Je suis venu parce que je crois qu'il existe une explication rationnelle à ce qui s'est passé. Non pas pour dénigrer ou démentir, mais pour comprendre et peut-être reproduire au profit d'autres communautés qui souffrent d'insécurité alimentaire. Mère Granzelli resta silencieuse pendant quelques instants, comme si elle évaluait non seulement les paroles de la jeune femme, mais la personne derrière elle. Finalement, d'un geste décidé, elle se leva de sa chaise. « Venez avec moi, je veux vous montrer quelque chose que peu d'yeux ont vu. » Conduisant Louise à l'arrière de sa petite propriété, elles traversèrent une cour où, étonnamment, plusieurs plantes poussaient, luxuriantes malgré la sécheresse dévastatrice. Il y avait un petit système de récupération d'eau de pluie, alimentant une citerne souterraine, d'où l'eau était distribuée stratégiquement,
à travers des canaux improvisés mais efficaces. Comment faites-vous pour maintenir tout cela en vie avec si peu d'eau? Je demande à Louise, sincèrement impressionnée. Ce n'est pas la quantité d'eau, ma fille. C'est comment vous l'utilisez. Chaque goutte est trop précieuse pour être gaspillée. Plus loin, elles arrivèrent à un petit cellier, une construction, simple en bois et en terre, mais étonnamment fraîche à l'intérieur grâce à un ingénieux système de ventilation naturelle. Là, sur des étagères rustiques, des dizaines de pots en terre stockaient différents types de graines et de grains. « Voici le véritable trésor », dit Mère Granzélie, pointant l'un des pots, plus petit que les autres, décoré de symboles, anciens gravés sur sa surface, un type de grain qui a failli se perdre. Mon arrière-grand-mère l'a rapporté du temps de l'esclavage, caché dans ses cheveux tressés, pour que notre peuple ne perde pas cette richesse. Avec un soin infini, elle ouvrit le pot et montra à l'agronome une poignée de petits grains, de couleur dorée avec de légères stries rougeâtres. Ce grain que nous appelons affectueusement l'arme de sainte est extraordinaire. Il pousse avec peu d'eau, résiste aux parasites, et une poignée d'entre eux, une fois moulus et mélangés à de la farine ordinaire, multiplie son rendement et sa valeur nutritive. C'est avec lui que j'ai fait les pains de la fête. Louise observait, fascinée, ce petit trésor génétique qu'elle avait dans les mains. En tant que scientifique, elle comprenait la valeur incalculable de cette graine résistante à la sécheresse, potentiellement capable de révolutionner l'agriculture dans les régions arides. Mère Granzélie, c'est extraordinaire. Avez-vous conscience de ce que vous possédez ici? Ce grain pourrait être étudié, son ADN séquencé, ses propriétés. Je sais exactement ce que j'ai ici, ma jeune fille, interrompit la vieille dame avec douceur. La subsistance de plusieurs générations de ma famille et de ma communauté. Pas un objet d'étude à enfermer dans des laboratoires lointains. Mais ce n'était pas ce que Je sais que vos intentions sont bonnes, concilia Mère Granzélie. Mais j'en ai vu beaucoup comme vous arrivez ici plein d'enthousiasme. Emporter nos connaissances et nos ressources et ensuite nous laisser à nouveau à notre propre sort, juste un peu plus pauvres en sagesse et en autonomie. Avant que Louise ne puisse protester, elles entendirent des voix exaltées venant de la direction de la maison principale. Se précipitant en arrière, elles trouvèrent un groupe d'hommes en costume, clairement déplacés dans cet environnement rural, en train de discuter avec quelques habitants. « Ah, la voilà !» s'exclama l'un des hommes, un individu grand et mince avec des lunettes à monture chère et un sourire commercial. « Madame Josepha, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis Richard Mandon, directeur des acquisitions chez AgroFrance. Nous sommes particulièrement intéressés à discuter de certaines propriétés spéciales que vos produits ont récemment démontrées. » Mère Granzélie observa l'homme avec la même expression qu'elle aurait pour un serpent qui viendrait d'entrer dans sa maison. « Je n'ai pas d'affaires avec les grandes entreprises, monsieur. Je suis seulement une vieille femme qui prend soin de son bout de terre et des besoins de sa communauté. Mais c'est justement cela qui nous intéresse, » insista l'homme d'affaires, son enthousiasme inchangé par la réception froide. « Vous possédez des connaissances et des ressources qui pourraient bénéficier non seulement à cette petite communauté, mais à tout le pays. Nous sommes prêts à offrir une compensation extrêmement généreuse pour des échantillons. Vos méthodes de culture. » Le regard de Mère Granzélie se déplaça lentement de Louise vers l'homme d'affaires, une compréhension douloureuse illuminant ses yeux fatigués. « C'est vous qui les avez amenés ici ?» demanda-t-elle à la jeune agronome, sa voix chargée de déception. « Non !» protesta Louise avec véhémence. « Je n'ai jamais vu ces hommes auparavant. Je travaille pour un programme gouvernemental à but non lucratif, pas pour des entreprises. » « C'est vrai », confirma Richard, sans percevoir le dommage qu'il causait. « Nous ne connaissons pas le docteur Dubois, bien que nous ayons un grand respect pour son travail. Nous sommes venus pour les rumeurs du miracle. Des pains, bien sûr. Nous avons nos propres experts, qui surveillent les événements inhabituels liés à la production alimentaire. La tension était palpable. Les habitants qui assistaient à la scène se partageaient entre des regards méfiants envers les étrangers et des expressions inquiètes dirigées vers la guérisseuse. En quelques minutes, plus de personnes commencèrent à s'agglutiner, attirées par le brouhaha inhabituel. Ce fut Jean Dubois qui finit par briser le silence tendu. « Combien ?» demanda-t-il directement à l'homme d'affaires. « Combien offrez-vous pour les graines de Mère Granzélie ?»
L'homme sourit, percevant une ouverture dans les négociations. Nous sommes prêts à discuter de valeurs de l'ordre de 6 chiffres, en fonction de l'exclusivité et des résultats des tests préliminaires. Un murmure parcourut la petite foule. 6 chiffres, pour des personnes habituées à vivre avec le minimum, survivant de récoltes incertaines et de programmes sociaux insuffisants, c'était une somme inimaginable. Nous pourrions reconstruire tout le village, murmura quelqu'un. Des citernes pour toutes les familles, commenta un autre. Nos enfants pourraient étudier en ville, rêva une mère. L'homme d'affaires, percevant l'impact de ses paroles, se préparait à capitaliser ce moment lorsque la voix de Mère Grand-Zélie, étonnamment ferme et puissante, s'éleva au-dessus du brouhaha. Ce n'est pas à vendre. Les paroles tombèrent comme des pierres dans une eau stagnante, créant des ondes de choc qui réduisirent au silence toutes les autres voix. Ce qui est sur ma terre, le savoir que je garde, ne m'appartient pas seulement. Il a été confié à mes soins par ceux qui sont venus avant et doit être préservé pour ceux qui viendront après. Ce n'est pas une marchandise à vendre au plus offrant. L'homme d'affaires tenta d'argumenter, augmentant progressivement son offre parlant de la façon dont l'entreprise préserverait le patrimoine génétique, comment elle développerait des versions améliorées des graines, comment elle garantirait une distribution équitable des bénéfices. Mais Mère Grand-Zélie resta inflexible, un rocher inébranlable au milieu de la tempête d'ambition et de besoins qui se heurtait autour d'elle. Finalement, frustrés par le refus persistant, les représentants d'Agro-France partirent, non, sans avoir laissé des cartes de visite à plusieurs habitants, et la promesse que l'offre restait ouverte. Ce qui suivit fut peut-être le moment le plus douloureux de la longue vie de Mère Grand-Zélie. Dès que les étrangers furent partis, la communauté se retourna contre elle, non pas avec violence physique, mais avec quelque chose qui blessait beaucoup plus profondément. L'incompréhension, le ressentiment, le sentiment de trahison. « Pourquoi, Mère Grand-Zélie » demanda Marie du Rosaire, des larmes de frustration dans les yeux. « Pourquoi refuser à la communauté cette chance ? Mon petit-fils est malade et nous n'avons pas d'argent pour le traitement en ville. Mon toit s'est effondré lors de la dernière tempête, et je n'ai pas les moyens de le reconstruire. » se lamenta Monsieur Joachim, un veuf de 70, tant qui avait toujours traité la guérisseuse avec le plus grand respect. Un à un, ceux qu'elle avait guéris, nourris, conseillés au fil des décennies, exprimèrent leur chagrin et leur incompréhension. Pour eux, dans ce moment de besoin extrême, le refus de la vieille dame de partager le trésor avec l'entreprise semblait être de l'égoïsme et non de la sagesse. Lorsque la dernière personne partit, la laissant seule sur le terrain, maintenant silencieux, Mère Grand-Zélie sentit le poids de ses 78 ans comme jamais auparavant. Ce fut Louise qui l'aida à rentrer dans la maison, lui offrant une épaule de soutien tant physique qu'émotionnel. « Ils ne comprennent pas maintenant », dit doucement la jeune agronome. « Ils ont peur, ils ont des besoins immédiats qui obscurcissent leur vision à long terme. » La vieille dame acquiesça lentement, ses yeux fatigués fixés sur les flammes basses du poêle à bois, où une marmite en terre cuisait lentement un bouillon clair d'os et d'herbe, son repas solitaire de ce soir. « J'ai déjà vu cette histoire, ma fille. La fin est pressée. L'avenir peut attendre. Mais quand nous vendons nos graines, nous vendons aussi notre capacité à les replanter. Nous devenons éternellement dépendants de ceux qui les ont achetées. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis de nombreuses années, Mère Grand-Zélie envisagea sérieusement d'abandonner le village qui ne la reconnaissait plus comme bienfaitrice. Elle pourrait rassembler ses maigres possessions, ses graines, précieuses, et chercher refuge auprès de parents éloignés dans une autre région. Il serait plus facile de recommencer parmi des étrangers que de supporter le regard accusateur de ceux à qui elle avait consacré toute sa vie. C'est alors qu'elle hésitait douloureusement qu'Étienne, le facteur qui faisait la tournée 2 fois par semaine entre la ville la plus proche et les communautés rurales, apparut essoufflé à sa porte malgré l'heure tardive. « Mère Grand-Zélie, une lettre urgente pour vous. Le SAI. » Personnel de l'agence a dit qu'elle était arrivée il y a presque un mois. Mais avec la grève de la poste, ils n'ont réussi à la faire partir qu'aujourd'hui. Avec des mains tremblantes, elle reçut l'enveloppe jaunie. Elle n'eut pas besoin de lire l'expéditeur pour reconnaître l'écriture. C'était d'Antoine, son fils. Après presque 3 ans de silence, il écrivait enfin. La lettre était brève, mais chaque mot portait le poids d'une décennie d'absence. « Mère,
Pardonnez le fils qui n'a pas su honorer votre nom et vos enseignements. Je reviens à notre maison après des années à errer dans des endroits où je n'ai jamais trouvé ce que je cherchais, parce que ce dont j'avais vraiment besoin était toujours à l'endroit d'où je suis parti. J'arrive au début de la prochaine saison des pluies, si Dieu le veut et les saints le permettent. Avec amour et repentir, votre fils, Antoine. Une larme solitaire parcourut le visage ridé de la guérisseuse, tombant sur le papier comme une bénédiction liquide. La possibilité du retour du fils était comme la pluie après une longue sécheresse. Elle apportait soulagement, espoir, mais aussi la crainte que ce ne soit qu'une promesse passagère, un nuage qui apparaît à l'horizon, juste pour se dissiper avant de réaliser son potentiel. « Il revient », murmura-t-elle à Louise, qui avait gardé une distance respectueuse pendant qu'elle lisait la lettre. « Mon fils revient à la maison ». Quelque chose changea à l'intérieur de la vieille guérisseuse cette nuit-là. La perspective des retrouvailles avec son fils, même entourée d'incertitudes, renouvela sa détermination. Si Antoine revenait, elle devait être là pour l'accueillir. Et plus encore, elle devait s'assurer qu'il retrouve non seulement sa mère, mais une communauté vivante, résiliente, capable de se nourrir elle-même, sans dépendre d'aumônes ou de vendre son autonomie. Le lendemain matin, Mère Grand. Zélie surprit tout le monde en commençant, seule, le nettoyage d'un terrain vague près de l'église. Ses mouvements étaient lents, limités par l'âge et la fatigue, mais il y avait en eux une détermination farouche, presque obstinée. Quelques heures plus tard, Louise la rejoignit, apportant de meilleurs outils et des connaissances techniques, qui complétaient la sagesse traditionnelle de la vieille dame. « Qu'est-ce que vous faites » demanda Jean Dubois en passant par là, toujours amer du refus de l'offre qui aurait pu changer la vie de tous. « Préparer l'avenir », répondit simplement Mère Grand-Zélie, continuant son travail sans lever les yeux. Le jour suivant, 2 enfants, petits-enfants de Marie du Rosaire, s'approchèrent timidement, curieux de cette activité inhabituelle. Mère Grand-Zélie les impliqua immédiatement, leur montrant comment identifier la meilleure terre, comment préparer des plates-bandes qui tiraient le meilleur parti du peu d'eau disponible, comment positionner les plantes pour que l'une protège, l'autre du soleil implacable. Le 3e jour, Monsieur Joachim apparut, toujours le visage fermé, mais disposé à aider, juste un petit peu, parce que je n'ai plus rien à faire de toute façon. Ses mains expertes, bien que tremblantes avec l'âge, étaient habiles dans le travail de la terre. Progressivement, au cours des semaines suivantes, de plus en plus de personnes se joignirent au projet, qui commença à être appelé le Jardin de l'Espoir. Louise contribua avec des techniques modernes d'irrigation au goutte à goutte et d'association de plantes adaptées à la sécheresse, tandis que Mère Grand-Zélie partagea des connaissances ancestrales sur les phases de la lune pour la plantation, les combinaisons naturelles de plantes qui repoussaient les parasites, les façons d'utiliser intégralement chaque légume. Ce n'est pas mon projet, on expliquait la guérisseuse à chaque nouveau participant. C'est le nôtre. Le savoir que je garde n'a de valeur que s'il est multiplié, comme le pain qui a nourri tout le monde à la fête de la Saint-Jean. Louise, observant cette transformation, commença à comprendre le véritable sens du miracle qui l'avait amené jusqu'ici. Ce n'était pas seulement la multiplication physique de la nourriture lors d'un événement unique, c'était la capacité de semer la connaissance, de faire germer l'espoir même dans le sol le plus aride du désespoir. Au 3e mois du projet, lorsque les premières pousses vertes commencèrent à parsemer les plates-bandes auparavant vides, même les plus sceptiques ne purent ignorer la petite oasis verte qui surgissait au milieu de la terre, frappée par la sécheresse. Les enfants furent les premiers à célébrer la récolte inaugurale, de petits radis mais succulents, des feuilles de coriandre, aromatiques, des carottes courtes mais douces, de petits trésors arrachés à un sol que tous considéraient comme stérile. « Comment avez-vous fait ?» demanda le père Joachim, admirant le contraste entre le vert vif du jardin communautaire et le jaune délavé de la végétation desséchée alentour. « Ce n'est pas moi, père », répondit Mère Grand-Zélie avec un sourire serein. « C'est nous tous, et la terre qui n'est jamais vraiment morte, qui attend juste que nous sachions comment la réveiller à nouveau. » Au fil de la saison, le jardin de l'espoir s'étendit, non seulement en taille, mais en signification. Il devint un point de rencontre, un lieu d'apprentissage, une source de nourriture, et plus important encore, un symbole tangible que
Même dans les conditions les plus défavorables, la vie pouvait non seulement survivre, mais fleurir. C'est pendant cette période que Mère Grand-Zélie, avec une infinie prudence et après mûre réflexion, commença à introduire dans le jardin communautaire quelques-unes des précieuses graines de larmes de sainte qu'elle gardait. Pas toutes. La plupart restaient soigneusement stockées pour assurer leur préservation, mais suffisamment pour commencer à les multiplier en terre communautaire. Ces graines sont sacrées, expliquait-elle aux plus jeunes qui aidaient à la plantation spéciale. Non pas parce qu'elles ont des pouvoirs magiques, mais parce qu'elles portent l'histoire et la résistance de nos ancêtres. Chacune d'elles est une promesse d'autonomie pour les générations futures. L'arrivée de la saison des pluies fut précédée de rituels traditionnels conduits par Mère Grand-Zélie. Lors d'une célébration qui réunit pratiquement toute la communauté, la guérisseuse combina des éléments de rituels indigènes, africains et catholiques, pratique courante dans la région, bien que souvent marginalisée par les autorités religieuses officielles. Des bougies furent allumées, des herbes aromatiques brûlées, des chants anciens entonnés avec des voix qui rappelaient des temps lointains où le lien entre l'homme et la nature était plus intime, plus respectueux. Et, puis comme répondant à l'appel de ces rituels ancestraux, la pluie vint enfin. Elle commença comme un murmure timide, des gouttes fines et éparses qui effleuraient à peine le sol assoiffé. Puis, elle augmenta progressivement, se transformant en un rideau argenté qui brouillait les contours du paysage, apportant avec elle l'odeur incomparable de la terre mouillée, le pétrichor, le parfum de la Renaissance. Les gens sortirent de leur maison, émerveillés, beaucoup pleurant d'émotion. Les enfants dansaient sous l'eau qui tombait, leur rire se mêlant au son de la pluie. Les personnes âgées tendaient les mains pour sentir l'humidité tant attendue, comme si elles voulaient s'assurer que ce n'était pas seulement un rêve. Pour beaucoup, en particulier les plus superstitieux, c'était la confirmation définitive des pouvoirs spéciaux de Mère Grand-Zélie. Pour d'autres, comme Louise, c'était simplement le cycle naturel des saisons suivant son cours, peut-être accéléré par les changements microclimatiques que le projet du jardin communautaire avait initié. Pour la guérisseuse elle-même, c'était une bénédiction attendue depuis longtemps. Non pas un signe de ses pouvoirs, mais un rappel de la générosité de la nature lorsqu'elle est traitée avec respect et sagesse. C'est au milieu de cette rénovation physique et spirituelle de la communauté qu'Antoine, le fils absent depuis si longtemps, revint enfin. Il arriva par un après-midi pluvieux, à bord d'un bus interurbain boueux, portant seulement un sac à dos usé et le poids de 10 ans d'absence. Il était plus maigre que Mère Grand-Zélie ne s'en souvenait, avec des cheveux gris prématurés, aux tempes et des rides d'inquiétude marquant son visage autrefois juvénile. Mais ses yeux, ceux-là étaient toujours les mêmes, sombres et profonds, comme des puits d'eau mystérieuse. Les retrouvailles entre la mère et le fils ne furent pas le moment harmonieux dont la guérisseuse avait rêvé pendant tant de nuits solitaires. Il y eut des larmes, oui, et des embrassades chaleureuses, des paroles de pardon murmurées contre des cheveux maintenant gris. Mais il y eut aussi des silences gênants, des conversations interrompues, des regards qui se détournaient lorsqu'il abordait des sujets douloureux. « Qu'est-ce qui t'est arrivé en ville, mon fils ?» demanda finalement Mère Grand-Zélie, lorsqu'ils furent assis à la table simple de sa cuisine, partageant un café fort et des biscuits secs qu'elle avait préparés spécialement pour l'accueillir. Antoine soupira profondément, ses mains, grandes et calleuses, maintenant marquées non par le travail de la terre, mais par d'autres types de labeurs urbains, enveloppant la tasse en agate bleue comme s'il cherchait chaleur et réconfort. Beaucoup de choses, mère. Certaines, beaucoup de mauvaises. J'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai été serveur, agent de sécurité de boîte de nuit, contrôleur de bus, toujours en croyant que le grand succès m'attendait, juste au coin de la rue. Ses yeux se perdirent dans des souvenirs qui semblaient projetés sur les murs simples de la maison où il avait grandi. J'ai connu des gens de toutes sortes. J'ai aimé quelques femmes, j'en ai déçu la plupart. J'ai eu des enfants que je connais à peine. Cette révélation fit porter la main au cœur à Mère Grand-Zélie, surprise par la nouvelle qu'elle était grand-mère. 2 garçons et une fille, continua Antoine, un sourire triste jouant sur ses lèvres. Ils sont avec leur mère. J'envoie de l'argent quand je peux, mais ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Il y avait quelque chose dans sa voix lorsqu'il parlait de ses enfants qui sonnait comme du regret, mêlé à de la fierté.
Une combinaison douloureuse que mère Grand-Zélie elle-même connaissait bien de sa relation avec ce fils qui était maintenant devant elle. Un étranger familier. Les jours qui suivirent, la présence d'Antoine au village des Chandelles causa de l'agitation et du brouhaha. Beaucoup venaient lui rendre visite, curieux d'entendre des histoires de la capitale, de savoir comment était la vie dans les grands centres que tant rêvaient de connaître. Il racontait ses expériences avec un mélange de fascination et de désenchantement, idéalisant certains aspects tout en cachant soigneusement les autres. Il devint vite clair qu'il était revenu avec des ambitions différentes de celles que mère Grand-Zélie avait imaginées. Il n'était pas venu pour renouer avec ses racines, pour assumer l'héritage de connaissances que sa mère avait préservé pendant si longtemps. Il était venu avec des projets de modernisation du village, de transformer le miracle de sa mère en une attraction touristique lucrative. « Tu ne vois pas le potentiel que tu as ici, mère », insistait-il, tandis qu'ils marchaient ensemble dans le jardin de l'espoir qui fleurissait maintenant, sous la bénédiction des pluies régulières. « Avec ta renommée, nous pourrions transformer cette région en un pôle de tourisme religieux, d'écotourisme, de recherche botanique. J'ai déjà parlé avec des investisseurs intéressés. » Mère Grand-Zélie écoutait en silence, le cœur partagé entre la joie d'avoir son fils de retour et la douleur de constater que les années ne lui avaient pas enseigné les leçons qu'elle espérait. Il cherchait toujours des raccourcis, des solutions rapides, l'éclat séduisant de l'argent facile. Ce conflit familial se reflétait dans la communauté plus large. Les plus jeunes, séduits par les promesses de développement rapide et d'opportunités économiques, soutenaient avec enthousiasme les idées d'Antoine. Les plus âgés, discrètement, menés par mère Grand-Zélie, défendaient un progrès plus organique, basé sur la durabilité et la préservation des connaissances traditionnelles. « Nous ne disons pas non à l'avenir », expliquait patiemment la guérisseuse lors d'une réunion communautaire tendue. « Nous demandons seulement de ne pas sacrifier ce qui nous a amenés jusqu'ici au nom de profits immédiats qui pourraient ne pas durer. » Cette tension atteignit son apogée alors qu'une nouvelle fête de la Saint-Jean approchait, la première depuis le miracle des pains qui avait transformé la vie de la communauté. Ce serait une célébration spéciale, non seulement par le symbolisme de l'achèvement d'un cycle, mais parce que maintenant, avec le jardin de l'espoir prospère et les premières récoltes des graines de larmes de sainte promettant l'abondance, il y avait des raisons concrètes de faire la fête. Antoine, y voyant une opportunité, s'entendit avec le maire Euclide et d'autres commerçants régionaux pour transformer la célébration traditionnelle en un événement touristique plus important avec des attractions musicales, des stands, de commerce et, potentiellement, la reconstitution du miracle des pains comme spectacle central. « Ce sera une façon de montrer notre culture au monde, mère », argumentait-il, ignorant le regard de plus en plus peiné de la vieille dame. « Et cela apportera des ressources que nous pourrons investir dans la communauté. » La veille de la fête, alors que les préparatifs étaient presque achevés et que la petite place de l'église affichait déjà des structures métalliques de scène et des banderoles promotionnelles qui semblaient déplacées dans cet environnement autrefois simple, mère Grand-Zélie prit une décision difficile, appelant la communauté à une réunion chez elle, non pas sur convocation officielle, mais par l'ancien système de messages transmis de bouche à oreille. Elle annonça qu'elle avait quelque chose d'important à partager. Lorsque tous furent réunis, y compris Antoine qui observait avec un mélange de curiosité et d'appréhension, et Louise qui avait décidé de rester au village même après avoir terminé sa mission. Officielle, mère Grand-Zélie apporta de sa chambre un objet soigneusement enveloppé dans un tissu de coton brut, brodé de symboles ancestraux. Avec des gestes presque cérémoniels, elle déballa l'objet, révélant un cahier épais et ancien, ses pages jaunies par le temps, la couverture de cuir craquelée usée par la manipulation de nombreuses mains au fil des générations. « Voici le véritable trésor que je garde », dit-elle, sa voix ferme malgré l'émotion évidente. Le livre des mémoires, comme l'appelait ma grand-mère, un registre de connaissances accumulées par 5 générations de femmes de ma famille. Recettes, rituels, techniques de culture, propriétés des plantes, méthodes de conservation des aliments, traitements médicaux. Le savoir qui nous a permis de survivre et de prospérer sur ces terres que beaucoup considèrent inhospitalières. Un murmure d'étonnement parcourut la salle bondée. Tous savaient que mère Grand-Zélie possédait des connaissances spéciales.
mais peu imaginaient qu'il existait un registre aussi concret, aussi structuré de ce savoir. C'est sur la base de ce livre que j'ai appris à préparer le pain qui a nourri tout le monde à la fête de l'année dernière. Ce n'était pas un miracle au sens surnaturel, c'était le miracle du savoir préservé et appliqué avec respect et sagesse. Ouvrant le cahier à une page spécifique, elle montra la recette détaillée qu'elle avait utilisée, la proportion exacte de farine ordinaire et de farine de larmes de sainte, la méthode de fermentation lente qui augmentait le volume, et la valeur nutritive, les herbes spécifiques qui amélioraient le goût et les propriétés médicinales de l'aliment. Pendant cette année, beaucoup d'entre vous se sont demandé pourquoi j'ai refusé de vendre notre savoir, nos graines, notre autonomie. La réponse est ici. Tournant quelques pages, elle montra des récits d'ancêtres qui avaient été confrontés à des situations similaires, des communautés qui, dans leur désespoir, avaient dévendu leurs ressources les plus précieuses juste pour découvrir, trop tard, qu'elles avaient négocié non seulement leur présent, mais aussi leur avenir. La véritable multiplication, continua-t-elle maintenant avec des larmes brillant dans ses yeux fatigués, n'est pas dans les pains, mais dans le savoir partagé, dans l'union des efforts. Ce livre n'appartient pas seulement à moi ou à ma famille. Il nous appartient à tous, à notre histoire commune, à notre avenir collectif. Dans un geste que personne n'attendait, elle tendit le livre précieux à Marie du Rosaire, celle-là même qui avait remis en question sa décision de refuser l'offre de l'agro-industrie. À partir d'aujourd'hui, ce savoir sera formellement partagé. Chaque famille recevra une copie des parties pertinentes pour ses besoins et ses intérêts. Mais l'original restera en dépôt tournant, un mois dans chaque famille qui s'engagera à le préserver et à l'enrichir de ses propres découvertes et expériences. Le silence qui suivit fut presque palpable, chargé d'émotion et de signification. Ce fut Antoine qui finit par le briser, s'approchant de sa mère d'un pas hésitant, les yeux fixés sur le livre que Marie feuilletait maintenant avec révérence. Tout ce temps, tout ce savoir, et je n'ai jamais su le valoriser, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Je suis parti chercher des trésors alors que j'ai grandi entouré d'un mère grand. Zélie regarda son fils, voyant en lui non seulement l'homme qui était revenu avec des ambitions erronées, mais aussi le garçon curieux qu'il avait été un jour, celui qui s'émerveillait de chaque petit secret de la nature qu'elle lui révélait. Il n'est jamais trop tard pour redécouvrir la valeur de ce que nous avons, mon fils, dit-elle doucement, tendant la main pour toucher son visage, un geste d'affection qu'il n'avait pas partagé depuis de nombreuses années. La fête de la Saint-Jean de cette année fut très différente de celle qui avait été prévue. Au lieu du spectacle commercial imaginé par Antoine et le maire, la communauté opta pour un retour aux sources, une célébration authentique de sa culture et de ses récentes réalisations. La place fut décorée avec simplicité, mais beauté, en utilisant des matériaux naturels et recyclés. Le feu central, construit avec des techniques traditionnelles, brûlait fort et constamment, illuminant des visages souriants. Au lieu de plats industriels vendus sur des stands, il y avait des tables communautaires où chaque famille partageait ce qu'elle avait produit, y compris des pains faits avec la recette spéciale que Mère Grand-Zélie avait enseignée à un groupe de jeunes femmes désireuses d'apprendre. Et au lieu d'un spectacle recréant le miracle originel, il y eut quelque chose de beaucoup plus significatif. Mère Grand-Zélie, entourée d'apprentis de tous âges, démontrant pas à pas le processus de préparation du pain spécial, expliquant chaque ingrédient, chaque technique, chaque petit secret mais crucial qui faisait toute la différence dans le résultat final. Le véritable miracle, disait-elle tandis que ses mains ridées guidaient des mains plus jeunes dans le processus de pétrissage et de façonnage, n'est pas de multiplier les pains de façon magique. Il est de multiplier le savoir qui nous permet de nous nourrir nous-mêmes et les autres, même dans les temps les plus difficiles. Tandis que la fête continuait, avec des enfants dansant autour du feu, des personnes âgées racontant des histoires d'autres temps, de jeunes couples se courtisant dans les ombres discrètes, et l'arôme du pain frais imprégnant l'air nocturne, une nouvelle ère commençait pour le village des Chandelles, une ère qui honorait le passé tout en construisant un avenir plus durable et collaboratif. Antoine, observant tout cela avec de nouveaux yeux, comprit enfin ce que sa mère avait essayé de lui enseigner tout au long de sa vie. La vraie valeur n'était pas d'exploiter les ressources pour un gain immédiat, mais de les cultiver avec patience et sagesse
pour qu'elle se multiplie naturellement, bénéficiant à tous pour des générations. Et Mère Grand-Zélie, la guérisseuse de la vallée, observait avec un cœur plein sa communauté renaître, son fils revenu, son savoir maintenant partagé. L'apparent miracle qui avait transformé tant de vies n'avait été ni œuvre divine ni trucage, mais le résultat de la sagesse, de la générosité et d'une profonde compréhension de la nature, des qualités qui, lorsqu'elles étaient multipliées entre tous les membres de la communauté, favorisaient le véritable miracle de la survie collective en temps difficiles. La pluie qui tombait doucement, rafraîchissant la nuit festive, semblait sceller ce pacte renouvelé entre le peuple et sa terre, entre le présent et le passé, entre le savoir traditionnel et les besoins contemporains. Et tandis que des gouttes argentées dansaient à la lumière du feu, Mère Grand-Zélie souriait, sachant que même lorsque son corps fatigué retournerait enfin à la terre qu'elle aimait tant, ses graines, tant les littérales que les métaphoriques, continueraient à germer, fleurir et nourrir les générations futures. Le véritable miracle de la multiplication ne faisait que commencer.